encore plus génial. Une bouteille de plastique qui réagit étrangement. Un masque d'Einstein qui semble vivant. Comment se comporte la laine d'acier dans le four à micro-ondes? Et une expérience sur le pourcentage de gras du lait. Encore plus génial. L'émission qui s'amuse avec la science, mais contrairement à l'édition régulière de Génial, eh bien, cette fois-ci, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On fait ça en groupe avec des jeunes, on jase, on discute des résultats de nos expériences et on a le même but que l'édition régulière, c'est-à-dire de montrer que la science est partout dans notre quotidien et elle explique les petites et grandes choses. Et on fait ça devant un public absolument incroyable qui vient du Collège Marcelin-Champagnat de Saint-Jean-sur-Richelieu, de l'École Saint-Henri de Montréal et de l'École Monseigneur Euclide Théberge à Marieville. Merci infiniment d'être là. Et je sais que vous êtes un public avisé et vous savez qu'habituellement, à cette émission, il y a des participants et ils ne sont pas là. Pourquoi? Ben, c'est parce que je les ai pas présentés. Je vous les présente donc à l'instant. Marie-Ève, Guillaume, Rémi, Maude, Émilie, Nathalie et Guillaume. Oui, venez-vous-en, venez-vous-en. Alors, est-ce que des 3 écoles que j'ai nommées un peu plus tôt, vous êtes les 6 meilleurs en sciences? Ouais. Oui, tu dis oui spontanément. Est-ce que tu es une future scientifique, toi, Marie-Ève? Une future prof de sciences. Oh, future prof de sciences? Oui. Qui pourrait se recycler éventuellement comme animatrice d'émissions scientifiques? Ça pourrait être le fun. Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Il y a peut-être un poste qui va se libérer. J'en connais un qui est grisonnant, là, qui va bientôt laisser sa place. Ah, OK. On sait jamais. On sait jamais, On sait hein? jamais. Est-ce qu'il y a d'autres futurs scientifiques ici, mademoiselle? Ouais, moi, je vais être ingénieur chimiste. Ingénieur chimiste. Toi, tu veux être pharmacienne, je crois? Oui, pharmacienne. Et toi, tu veux être... Avocat. Ah. Je te demanderais de quitter. Alors, on y va avec notre première expérience. Si je vous montre cette bouteille de plastique, qu'est-ce qui est possible de faire avec une bouteille de plastique? Rapidement, comme ça. L'écraser. Faire voler le bouchon. Faire voler le bouchon. L'écraser. L'écraser. Il y a plein de choses. Et il y a Martin Carly qui a des pistes de réflexion pour nous. On l'écoute à l'instant. Eh bien, je vous décris le tout très simplement. Nous allons placer quelques millilitres d'un mélange d'eau et d'alcool dans une bouteille de plastique de 2 litres, boucher le goulot de façon hermétique et pomper quelques coups avec une pompe à air comme ceci afin d'augmenter la pression dans la bouteille. Dans quelques instants, nous allons libérer le goulot et il va se produire quelque chose de très surprenant. C'est notre question. Est-ce que, en débouchant la bouteille, elle va imploser? Est-ce que plutôt un nuage va apparaître très rapidement dans la bouteille ou finalement, est-ce qu'un son strident va se faire entendre dans le studio? Bonne réflexion. Alors, ben voilà, la réflexion est lancée. Bon, j'avais omis quelques détails, comme mettre un petit peu de gaz à l'intérieur, gonfler tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va imploser? Un nuage va se former à l'intérieur ou un son strident va s'en échapper? Est-ce que quelqu'un veut se prononcer tout de suite? L'avocat, peut-être? Ben, moi, je pense que ça va être un nuage de fumée. Objection, votre honneur? Non, non. Un nuage de fumée. Oui, par expérience personnelle, moi, j'ai des amis qu'à chaque fois ils finissent une bouteille d'eau, ils se mettent à la tourner de même. Puis là, ils font en même temps, ça fait de la pression parce qu'ils réduisent le volume. Fait que là, ben, vu qu'il y a plus de pression, ils ouvrent le bouchon puis il y a un nuage de fumée qui sort tout le temps. Hey, t'es vraiment un groupe d'amis avec plein de belles activités. Ouais, ça a l'air le fun dans ton coin. C'est vraiment... Est-ce que quelqu'un voudrait contredire l'énoncé offert par monsieur le juge? Moi, je peux pas contredire, je suis d'accord avec lui. T'es d'accord avec le nuage? Oui, je suis d'accord avec le nuage. Pour les mêmes raisons, vous avez les mêmes amis? Oui, environ, on fait les mêmes activités. Wow, hey, ça a l'air passionnant chez vous, genre de Ouais. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a un son strident? Ouais, moi. Oui, oh, toi? Ben, selon mon instinct, là, par exemple. Ah, c'est juste ton instinct? Ouais. Il n'y a pas d'explication scientifique. Non, mais je suis pas mal sûre, par exemple. Est-ce que, comme pharmacienne, plus tard, tu vas prescrire des médicaments avec ton instinct? Non. Non? Non, il n'y a pas de danger Non, là-dessus? non. OK, parfait. Et est-ce que quelqu'un pense qu'elle va imploser? Moi, je dirais qu'elle va imploser. À cause la pression va être trop grande dans la bouteille. Fait que le bouchon va exploser, puis ça va... Puis la bouteille va comme... Ouais.
Ça a l'air crédible, je trouve. Je trouve que ça se peut. Je trouve que ça se peut. Tout ça semble plausible. Tout se peut. Ben oui, tout se peut. Alors, les 3 choix ont été ici proposés. Alors, est-ce que quelqu'un a raison? Il y a toi que j'ai pas entendu, Rémi. Ouais, moi, je pense aussi que ça va être le nuage de fumée. Il me semble on a déjà fait une expérience à l'école, puis ça faisait ça, donc... Toujours en rapetissant la bouteille? Ben non, mais on faisait pas ça, mais c'est... OK. Ça donnait la même. Ça donnait des nuages. Ben, on dirait que le nuage semble être la réponse qui se démarque des autres. On va aller voir la réponse de Martin Carly. Alors, tout est en place. On est prêt. On a assez mis d'air dedans. On peut en remettre un peu pour être sûr. Et là, Sandra a beaucoup de difficulté à tenir le coup, donc on va libérer maintenant. Et voilà, c'est réussi. C'était la bonne réponse! Bravo, Guillaume. Alors, cette expérience nous permet de conclure que Guillaume a d'excellentes fréquentations. Voilà, et vous avez tout à fait raison. Vous avez des activités tout à fait scientifiques, mais vous ne le saviez pas. Et vous créez des nuages. Est-ce que, selon vous, c'est un vrai nuage? Ben, peut-être de l'alcool et de l'eau. À moitié, je dirais. Je sais À pas. moitié, puis l'autre moitié, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est moitié quelque chose, moitié d'autre chose. Ouais, environ, Mais on sait pas ça c'est ressemble quoi. à ça. OK, mais on sait pas trop c'est quoi. Ben, on va aller voir, parce que là, maintenant qu'on sait que ça crée un nuage, on sait pas pourquoi. Tu sais, notre instinct nous le dit, mais ça prend une explication qui vient avec. Et c'est Martin qui nous donne ça à l'instant même. Cette démonstration est absolument magnifique parce qu'on a un vrai nuage dans la bouteille. Alors, au départ, lorsqu'on a placé quelques millilitres de liquide dans la bouteille, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assuré qu'il y ait plein de petites molécules d'eau, donc de vapeur d'eau, en suspension dans la bouteille. Et d'avoir combiné de l'eau avec de l'alcool, ça favorise ce phénomène. Évidemment, les molécules d'eau, il y en a dans l'air qui nous entoure, mais elles sont invisibles à l'œil nu dans des conditions normales. Par contre, en bouchant la bouteille et en augmentant la pression à l'intérieur, on a créé un état instable. On a forcé les molécules d'eau à se rapprocher les unes des autres. Et dès qu'on a débouché la bouteille, la pression, qui était très forte, a évidemment chuté très rapidement. Et comme il y a un lien étroit entre la pression et la température, eh bien, la température a dégringolé aussi rapidement que la pression. Résultat, les molécules d'eau se sont rapprochées davantage, se sont assemblées en gouttelettes qui étaient tout à fait visibles et on a réellement formé un nuage. C'est exactement la même chose qui se produit dans notre ciel lorsque de l'air chaud et humide s'élève dans le ciel et lorsqu'il rencontre de l'air froid, eh bien, les molécules d'eau se rapprochent les unes des autres, s'assemblent en gouttelettes visibles et on obtient un vrai nuage. Voilà l'explication. De retour à toi, Stéphane. Et voilà. Et sachez qu'il est possible de reproduire cette expérience, et même je peux vous le faire à l'instant même, vous pouvez l'essayer, vous pouvez laisser tout le monde. Il s'agit de gonfler ses joues et de mettre énormément de pression dans sa bouche et il va en sortir un nuage. Regardez bien ça. Ça a sorti vraiment un petit nuage, mais quand on met beaucoup de pression, j'ai peur de pas de connaissance, mais quand on sent vraiment beaucoup de pression, on peut sortir un nuage. Essayez-le. Essayez-le. Là, go. 1, 2, 3, go. Bon, on se pratiquera une autre fois, puis on se fera une belle soirée. La prochaine expérience concerne nul autre que Albert Einstein. Vous connaissez Albert Einstein? Bien sûr. Un célèbre scientifique d'origine... Allemande? Allemande! Bravo, Rémi! Tu gagnes absolument rien, mais l'honneur! Mais là, on va pas ici s'intéresser à ses théories scientifiques, mais bien à son regard. Martin. Einstein est définitivement un scientifique qui a laissé un héritage majeur et important. Et ici, on dirait qu'il essaie d'entrer en contact avec nous. Si on se déplace devant lui, on dirait que le visage se tourne pour nous suivre. En fait, notre question est bien simple. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le masque d'Albert est plutôt concave? Est-ce plutôt à cause d'un jeu de lumière? Ou finalement, est-ce parce qu'il est automatisé? Bonne réflexion. Alors, ben voilà la réflexion. Et je vous rappelle que concave n'est pas la juxtaposition de deux qualificatifs, mais bien une expression un mot qui veut dire creux. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est concave à cause de la lumière ou il est automatisé? Qui a envie de se prononcer là-dessus en premier? Rémi? Moi, je dis qu'il est concave. Tu dis qu'il est creux? Oui, parce que c'est une illusion d'optique. Notre cerveau arrange l'image puis il rend l'image vers l'extérieur, là, mais
S'il est concave pour de Ça a vrai. vraiment l'air crédible ce que tu dis en ce moment, Rémi. Comment ça se fait que tu sais ça? Mettons, d'où ça vient, cet énoncé-là? C'est drôle parce que j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Mais vous avez vraiment un drôle d'entourage. Avec qui t'as parlé de ça dernièrement? Non, j'avais vu ça à la télévision. Que le masque concave puis le masque bombé. Pas une ça- émission à Télé-Québec diffusée le jeudi à Non. 19h. Ah non, OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer? Est-ce qu'il est automatisé? Quelqu'un pense que le masque est automatisé, qu'il se tourne en même temps que nous? Je crois pas. Tu crois pas? Non, pas du tout. Et tu crois quoi? Moi, je crois comme Rémi parce qu'on est dans la même école. Fait qu'on a vu les mêmes choses. Fait que c'est la chimie entre vous. Ouais. Ouh! Et toi, mon Émilie? Ben, moi, j'aurais dit la lumière. Si Ah! on change d'angle, puis la lumière, Ça on serait- la voit différemment. Peut-être que ça aurait fonctionné. On dirait que ton explication comme diminue en confiance au fur et à mesure que tu me le dis, mais pourquoi pas. Donc, tu vas pour la lumière. Donc, personne ne pense que c'est automatisé. Donc, c'est soit la lumière ou il est concave. Eh bien, on va aller voir les explications de Martin Carly. La bonne réponse. J'ai ici une réplique identique de ce masque et ça nous éviterait évidemment de le sortir de la boîte dans laquelle nous l'avons placé. Je tourne ce masque au complet, regardez bien. On dirait qu'il continue à suivre jusqu'à un certain point où là, on voit que ça ne fonctionne plus du tout. Pourquoi? Parce que le masque est tout simplement concave. Eh ben voilà! J'en ai avec moi. Il vous regarde. Mais pour la première fois, mesdames et messieurs, on va pouvoir mettre la main à l'intérieur de la tête d'Albert Einstein parce que c'est effectivement concave, vous voyez. Là, on le voit pas. On le voit. On le voit pas. On le voit. Bon, je pourrais faire ça longtemps, mais je pense que vous avez compris, compris tout à fait le principe. Est-ce que vous savez pourquoi, par exemple, le fait qu'il est concave, ça fait que son regard nous suit? Avez-vous une explication scientifique? Je l'avais vu au centre des sciences, mais je me rappelle plus. Ah, c'est Zut. plate, il va falloir y retourner. Ouais, il faudra y retourner. Ou hein. écouter l'explication de Martin. Ah, aussi. Ouais, aussi. Bien, cette illusion d'optique est comme la plupart des illusions qu'on dit optiques. Elle est en fait causée par une analyse erronée de notre cerveau. Et dans ce cas-ci, ça fonctionne particulièrement bien avec un visage. Pourquoi? Parce que le cerveau, en se fiant sur son expérience, sait très bien que les visages qu'on rencontre, et on en rencontre à tous les jours de notre vie, sont tous bombés vers nous. Ils sont pas creux vers l'intérieur. Alors le cerveau, lui, il se dit, donc, si c'est un visage, il est forcément bombé comme tous les autres visages. Et c'est cette image-là qu'il construit, justement, et qu'il nous fait voir. Ce n'est que lorsque nous sommes face à l'évidence que le masque est vraiment concave que le cerveau doit s'ajuster et construire la vraie image d'un masque qui est concave. Eh ben voilà! Rémi, un vulgarisateur scientifique redoutable. Bravo, t'avais la bonne explication, et ce, dès le départ. Félicitations. Bravo. Maintenant, c'est l'heure des aveux. J'aimerais que vous me disiez maintenant qu'est-ce que vous avez déjà mis dans un four à micro-ondes et qui n'allait pas dans un four à micro-ondes. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une expérience? Ouais. Maude? Oh! Le pot de Nutella avec l'aluminium dessus, ça va pas dans le micro-ondes. Non? Non. Et qu'est-ce qui fait dire ça? Ça l'a fait des flamèches. Ah, ben voilà. Et de l'autre côté, est-ce qu'on a déjà mis quelque chose? Si c'est quelque chose de vivant, ce à quoi vous pensez, je vous demanderai de ne pas en parler, s'il te plaît. Mais sinon, est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose qui n'allait pas dans le micro-ondes? Ouais, des papiers de pâte d'ours. Des papiers de pâte d'ours? Ouais, c'est ça. Ah, comme les petits biscuits Ouais. enveloppés. Le Ouais, papier, il va pas dans... Ça fait des belles éclairs bleus. Ouais, Ça fait des c'est- éclairs bleus. Ouais. Et bien maintenant, on va aller voir, avec une laine d'acier, qu'est-ce qui se passe dans le micro-ondes. Martin. Si on met de la laine d'acier dans un four micro-ondes et qu'on le met en marche, ça va faire beaucoup de flamèches. Et on est très heureux de ça. Mais ce n'est pas notre question, en fait, parce qu'il va aussi se produire autre chose sur la laine d'acier. C'est notre question. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, est-ce que notre laine d'acier va changer de masse? On va commencer par la peser pour voir quelle masse elle a au départ. On a une masse de 74 grammes. Donc, est-ce que, après avoir passé quelques instants dans le micro-ondes, est-ce qu'elle va changer de masse? Première possibilité. Deuxième, est-ce qu'elle va être démagnétisée? Parce que si on approche un aimant présentement, regardez, elle est bien magnétisée, elle colle à l'aimant. Donc, est-ce que ça va changer après quelques instants dans le four micro-ondes? Ou dernière possibilité, est-ce que notre laine d'acier va former un bloc solide de métal? Bonne réflexion.
ben, ça, c'est une réflexion intéressante. Qu'est-ce qui va se passer? On le sait qu'il va y avoir des flamèches. Ça, c'est sûr et certain. Ça a déjà même été testé avec du papier de pâte d'ours ou un pot de Nutella. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la laine d'acier sera modifiée? Est-ce qu'elle va peser moins? Est-ce qu'elle sera démagnétisée? Ou est-ce qu'elle va devenir une masse solide? Moi, je crois qu'elle va perdre de la masse. Ah ouais? Mais je pourrais pas dire à l'explication scientifique, mais d'après moi, c'est ça qui va se passer parce que je crois pas que ça va devenir un bloc d'acier. Moi, je vais par élimination. OK. Ça fera pas un bloc d'acier, selon moi. Puis elle va rester magnétique. Je crois que oui, parce que la chaleur, ça n'a pas rapport avec le magnétisme, selon moi. Et pourtant, je ne voudrais pas te contredire, mais on a déjà vu à l'émission que ça se pouvait. Mais Ah, c'est ça peut-être se pas peut, ça. ça se peut, C'est mais- peut-être pas ça. Je C'est disais peut-être pas ça. Tu détruis toute ma théorie. Hein, Ouais. Désolé, mais je suis bon là-dedans. Je suis un bon destructeur de théorie. Rémi? Ah, moi, je vous dis qu'elle va changer de masse. Je dirais même qu'elle va le métal va s'évaporer. Ouais. Le métal va s'évaporer? Oui. Il y a un petit excès de confiance ici, Rémi, là, je pense. Très Mais convaincue. peut-être, OK, le métal Ça, je va sais. s'évaporer. Alors, je vous demanderai à tout le monde, sous vos sièges, on a mis des masques à gaz, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Alors, de l'autre côté, est-ce qu'on a une théorie, quelque chose, mettons, qui accoterait là, l'évaporation du métal? Ben, moi, je pense qu'avec la chaleur du micro-ondes, la laine d'acier va fondre puis elle va devenir solide. là. Ça venait un bloc d'acier. Ouais, d'après moi, oui. OK. Peut-être pas un bloc bien compact, mais sûrement de quoi de solide. De quoi de solide? Ouais. Alors, voilà. Alors, toutes les théories sont possibles et c'est à Martin de nous dire la bonne. Voyons le résultat. On peut ouvrir le four. Et il reste encore de la combustion dans la laine d'acier. On doit laisser le tout s'éteindre. Parfait, c'est éteint. On peut maintenant sortir la laine d'acier. Regardez, on avait 74 grammes au départ. On est rendu à 77 grammes. La laine d'acier a pris 3 grammes. C'était donc la bonne réponse. Donc, changer de masse, c'est devenu plus pesant, mais il n'y a malheureusement pas eu d'évaporation. On aurait aimé ça, par exemple, voir une laine d'acier s'évaporer. Ça aurait été une première télévisuelle. Mais ça a pris de la masse. Étrangement, moi, j'aurais peut-être pensé instinctivement, parce qu'on parle souvent d'instinct cette émission, qu'elle aurait perdu de la masse, que les petits morceaux qui ont brûlé tombent, elle est moins pesante. Mais là, elle a pris. Qu'est-ce qui expliquerait ça, selon vous? Les ondes, peut-être. Les ondes, les fameuses ondes pesantes. C'est ça que tu voulais dire? Oui, C'est comme la laine est chargée d'ondes pesantes. voilà. Peut-être. Martin. On a tout simplement ajouté beaucoup d'atomes d'oxygène dans notre laine d'acier. Ce qu'on a fait en chauffant et même en brûlant le métal dans le four micro-ondes. On a en fait ici déclenché une réaction d'oxydation, c'est-à-dire la combinaison entre un élément et de l'oxygène. Et toute combustion est en fait une réaction d'oxydation. Alors, en chauffant notre laine d'acier dans le four, on l'a forcée à s'oxyder. De cette façon, elle a intégré des atomes d'oxygène dans la masse totale et ces atomes d'oxygène ont permis d'observer une augmentation de la masse de 3 grammes. Elle est passée de 74 à 77 grammes. Voilà, de retour à toi. Et voilà. Nathalie, c'est presque ça. Elle a juste changé onde pour atome, Voilà. mais tu sais, Ça une se onde, ressemble, une atome, c'est là, tu sais, une à côté de l'autre, mettons, c'est dur à reconnaître. On les là. voit pas. C'est ça, c'est rare qu'on en croise, à moins que, je sais pas, vous avez un entourage assez particulier, vous autres, ça peut peut-être arriver, on sait jamais. Alors, la prochaine expérience concerne ceci, le lait. Est-ce que vous aimez boire un bon verre de lait? Bien sûr. Oui, et quel lait vous buvez? Du pasteurisé? Bien, du pasteurisé, naturellement, oui, mais je veux dire, du écrémé, du 1 du 2 2 Oui. 3,25 quelqu'un? 4 4 Ouais, c'est du lait de la ferme. Ça sort directement de la vache et on refroidit. Puis après, on peut le boire. Nathalie, 4 elle a une ferme. Fait que t'as le choix de le boire ou de l'étendre sur tes toasts, c'est ça? Voilà. Donc, du 4 Je connaissais pas ça. Mais c'est pas évident, à moins que ça soit écrit sur l'emballage, le pourcentage de connaître le pourcentage du lait. Et c'est justement le sujet de notre prochaine expérience. L'équipe de Génial est aujourd'hui à Saint-Hyacinthe, plus précisément à l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire.
nous allons nous attarder sur un élément qu'on croit tous très bien connaître, le pourcentage de gras dans le lait. Non, mais c'est facile, ça. C'est écrit sur le carton. 2 des fois 3,25 1 écrémé. Facile. Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça, Stéphane, parce qu'on parle pas ici du lait qui a été écrémé à l'usine, mais plutôt du lait à l'état naturel lorsqu'il sort du pis de l'animal. Et de toute façon, est-ce que tu connais le pourcentage de gras dans du lait de brebis ou dans du lait de chèvre, toi? Hey, je pense que j'ai jamais vu des cartons de lait de chèvre ou de lait de brebis. Tu trouves ça où, ça? Dans une brebis ou dans une chèvre? Hey, on va pas traire une brebis ou une chèvre, là. Non, non, non. Tu vas traire une chèvre ou une brebis. Hé, hé! Mais avant, notre question. À l'état naturel, quel est le lait qui possède le plus haut taux de gras? Est-ce le lait de vache, celui de brebis ou plutôt celui de la chèvre? Et afin de répondre à cette question, nous allons faire le test dans un des laboratoires de l'Institut. Bonne réflexion. Alors voilà un sujet intéressant qui prouve encore une fois que la science est partout, même dans notre frigo ou dans notre ferme. Oui. Alors, je comprends que tu habites sur une ferme. Oui. T'as des vaches comme voisines. Oui. C'est super. Donc, je vais peut-être m'adresser à toi. Mais moi, je crois que c'est le lait de la vache. Le lait de la vache est le plus Ouais. gras. Par rapport à leur alimentation. Et aussi, on fait de la crème avec le lait de vache. Donc, ce serait le plus haut taux Et de tu gras. crois que c'est pas possible de faire de la crème avec du lait de brebis ou du Bien, lait de chèvre? sûrement, mais il ne serait pas aussi gras que... Parce qu'il y a du fromage de chèvre aussi. Oui, mais ça prend beaucoup moins... Ça prend beaucoup plus de lait de chèvre pour... OK. comparativement au lait de vache. Plus de lait de chèvre ou plus de chèvre? Mais ça prend les deux. Parce que Après les deux, OK. C'est bon. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Mais, C'est sûr que là, on a une experte, là. Quelqu'un, l'experte, qui côtoie le pis régulièrement. Ouais, je me fierais à ce qu'elle dit parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de crème avec du lait de vache qui est quand même à 35 As-tu déjà bu du lait de brebis? Non. Guillaume, Non. du lait de chèvre? Non plus. Non plus? Du lait de vache, oui, pardon. Le lait de vache, oui. Voilà. Donc, lequel est plus gras, selon vous? Lait de vache. Vache. Lait de vache. Ah, moi, je dirais brebis. Ah, tiens, donc, toi, t'as envie de faire différent des autres, là. Monsieur l'original. Et pourquoi? Ah, ben, moi, je dis que c'est. Ben, j'ai pas vraiment d'expiration, là, mais la brebis, c'est plus gras. C'est tout. Non, Les mais- brebis mangent en général plus gras que les Ouais. vaches. Ouais. Voilà. Peut-être. Qu'est-ce que ça mange, une brebis? Aucune idée. Sûrement de l'herbe. Mais de l'herbe grasse. Voilà. Alors, ben, on n'a pas vraiment de consensus, mais j'ai envie de me fier à toi parce que tu connais bien la chose. Mais Martin, lui, a la bonne réponse et on l'écoute à l'instant. J'ai aucun talent avec les brebis. Martin, j'ai aucun talent avec les brebis. J'ai pas réussi à avoir de... Et- à traire la brebis. On a-tu un plan B ou... Ben oui, on a des échantillons de lait de chacun des animaux. Alors, pour trouver la réponse à notre question, il faut trouver la composition des trois laits proposés. Alors, on va faire ça ici, dans le laboratoire, là, avec des appareils puis toutes sortes de batteries de tests. Là, on va... Martin, aide-moi, s'il te plaît. Tu veux que je te sauve? S'il vous plaît. On va faire un test en particulier, un test très spécifique, le test de Babcock. C'est ça, je voulais dire. Ce test consiste essentiellement à retirer le gras du reste du lait à l'aide d'acide sulfurique très concentré et d'une série de centrifugations. C'est-à-dire qu'on va faire tourner les échantillons à très haute vitesse pour encore mieux séparer le gras du reste du lait. Le lait de brebis est celui qui contient le plus de protéines, soit presque le double que le lait de vache. Il est aussi beaucoup plus riche que le lait de vache en minéraux et en vitamines, surtout les vitamines A et B13. C'est aussi celui qui offre de loin la plus grande valeur énergétique. La composition du lait de chèvre, quant à elle, est très similaire à celle du lait de vache. Et le gras, maintenant? Ben, Et ça, maintenant- sans faire la mauvaise blague sur les animateurs? Non, ça- Non, surtout, on va pas là. Non, on n'ira pas là. Mais le gras, maintenant, on peut savoir ce que c'est parce que on a notre résultat. La partie qui est colorée en jaune ici,
c'est le gras qu'on a réussi à extraire de l'échantillon. Donc, en comparant nos 3 échantillons, on voit immédiatement que c'est l'échantillon du milieu qui contient le plus de gras. C'est donc l'échantillon de lait de brebis. La réponse était B. Ben oui, on avait même un petit indice, hein? Babcock B, lait de brebis B. Ah, non, mais il fallait être perspicace quand même. Alors, voilà, c'est la bonne réponse. Absolument. Et pour être plus précis, le lait de vache contient environ 3,7 de gras. Le lait de brebis, 7,9 de gras. C'est plus du double. Et le lait de chèvre, 4,5 de gras. Est-ce que ça veut dire que le lait de brebis est plus difficile à digérer, ça? Bien, en fait, non. C'est vrai que et le lait de chèvre et le lait de brebis sont plus gras que le lait de vache. Par contre, ces laits sont composés de minuscules gouttelettes de gras en suspension. Ces gouttelettes sont beaucoup plus fines dans le lait de brebis et de chèvre que dans le lait de la vache. Puis qu'est-ce qui fait que d'une espèce à l'autre, la composition du lait n'est pas la même? Bien, ça vient de l'évolution de chaque espèce. Pour te donner un exemple extrême, le lait maternel qui contient le plus de gras est le lait de phoque. Imagine, on parle de plus ou d'environ 50 de gras, ce qui permet au bébé phoque de prendre jusqu'à 20 kilos dans le premier mois de sa vie. Et que tu me paierais cher en plus pour prendre une petite gorgée de lait de phoque, par exemple. Oh, mousse. Mais, lait de brebis? Oui. Mmh. On y goûte? Bien, certainement. J'ai l'air d'être content, là, mais pas tant que ça. Santé. 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 Ben voilà! C'est la bonne réponse, le lait de brebis. Mais en même temps, tu sais, c'est parce que Moi, tu je voulais pas... suis contente pour brebis. C'est ça, puis tu voulais pas décevoir tes vaches. Ouais. C'est ça. Il allait être déçu. de Ben, moi. c'est ça, puis une vache déçue, c'est pas le fun. Non. Alors, on a une dégustation pour vous, question qu'on sache. On parlait de lait de phoque tantôt, on a des verres de lait de phoque à vous faire goûter. C'est une blague, c'est naturel. Non, c'est du lait de chèvre pasteurisé naturellement. Alors, une petite dégustation pour terminer. Santé. Merci beaucoup. Santé. Comme vous avez remarqué, moi, j'en ai pas. Non, j'en ai moi aussi. Et c'est ce qui conclut. Hein? bon. Santé, tout le monde? Santé. Hein, voilà. Santé. C'est sûr que c'est pas aussi bon que le lait de vache. Non, quand c'est c'est sûr. sûr, du C'est 4 sûr. en plus. Mais voilà, c'est ce qui termine l'émission. Merci à tout le monde. J'ai pour vous. Grand merci d'avoir participé à l'émission. Des billets offerts par la Société du Départ de Montréal pour aller voir le film IMAX TELUS et Centre des sciences de Montréal. Merci au public en studio. Merci à vous à la maison. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres étonnantes expériences. Santé!